Sud Radio 10h midi Média, les invités du jour. Les invités du jour, Karine Le Marchand, Pierre-Yves, que vous ne verrez pas si vous êtes sur notre Facebook, puisqu'il fait partie des témoins qui ont décidé de maigrir et de participer à l'expérience. Donc, a-t-il réussi ou pas, vous verrez. Et le docteur Réginald Alouche, bonjour. Vous êtes médecin, diabétologue, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. La méthode hépatodétox, c'est votre livre qui est paru chez Albin Michel. Vous faites partie des experts qui entourent Karine Le Marchand. Il y a un coach, il y a un psychiatre, il y a une diététicienne, Christina Cordula. Oui aussi, assez brièvement. Il y a une hypnothérapeute, deux chirurgiens de digestif et deux chirurgiens de la chirurgie réparatrice. Alors, racontez-nous la genèse de cette émission, parce qu'on va vous dire des émissions comme celle-là, on n'a pas vu sur ce format-là. Il y a eu, on fait maigrir un village, on fait maigrir des gens, mais là, vous prenez des obèses, des personnalités qui ont une obésité morbide, qualifiée de morbide. Oui. Et qui sont déjà engagées dans un parcours chirurgical. Voilà. Parce que je ne voulais pas que la télévision soit prescriptrice d'opérations de chirurgie. Ben oui, c'est ça. C'était trop dangereux. D'ailleurs, on va voir au cours des épisodes que c'est très dangereux. Et qu'il y en a d'ailleurs qui n'ont pas été au bout. Et qui n'ont pas été au bout. Alors, il y en a qui ont failli décéder. Il y en a quand même 2 qui ont failli décéder sur 10 pour diverses raisons dans l'aventure. Et il y en a quand même 4 qui se sont retrouvés sous antidépresseurs. Et il y en a 3 qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est pas anodin et c'est pas, le but n'est pas de dire aux gens obèses. Alors quel était votre objectif? L'objectif, c'était de comprendre déjà de donner la parole aux gens qui étaient concernés et arrêter de n'avoir que des experts. Excuse-moi Réginald, mais je trouve que l'obésité, souvent jusqu'à présent, on donnait la parole qu'aux experts et on donnait rarement la parole aux malades. C'est vrai. Et moi, il me semblait que c'était important. Ensuite, quand on est soi-même malade, on n'est pas forcément au fait de la vraie chose, parce qu'on s'arrange avec soi-même. Donc c'était important aussi de déterminer, là pour le coup, avec un pool d'experts qui habituellement ne se réunit pas comme ça, pouvait vraiment expliquer la genèse de l'obésité, les risques, les conséquences et comment en sortir. Et accompagner des malades pendant 3 ans, parce qu'effectivement, il y a des documentaires sur l'obésité, etc., mais qui sont tout souvent à très court terme, parce qu'effectivement, c'est une prise en charge qui est longue et la production, elle n'a pas le même temps que le combat contre l'obésité. Et jusqu'à présent, on a des obèses, on va dire, au début de leur parcours, dans une émission, et puis d'autres à la fin de leur parcours. Mais on ne suit pas ces personnes-là. Or, le nœud du problème, il n'est pas dans la perte de poids, il est dans la stabilisation. Tout le monde sait comment... Et alors, il n'y a pas plus experts que les obèses en termes de régime, parce qu'ils ont tous fait. Ils ont tout tenté. Ils s'y connaissent très bien, ils savent très bien les 5 légumes par jour et toutes ces bêtises-là. Enfin, c'est important, mais... Enfin, c'est pas que ça, parce que faire après. Et surtout que l'obésité n'est pas qu'une question d'alimentation. Et justement, dans l'émission, je pense qu'on voit bien que, il y a l'exaltation au début quand on perd du poids, que ce soit un régime ou la chirurgie, ça très bien. Et ça, tous ceux qui ont même perdu 3-5 kilos connaissent cette espèce de phase comme ça où on est super content, tout le monde dit t'es canon. Le problème, il vient après. Et là, vraiment, on a été confronté à une exigence de changement et de compréhension de soi-même. Et il faut dire que donc ça a été tourné sur 1 an, 3 ans. 3 ans. Et pour vous, c'est un documentaire ou un docu-réalité? C'est un docu-réalité. C'est-à-dire qu'on a suivi la réalité, on a quand même créé des outils pédagogiques, on a créé une situation qui n'existe pas malheureusement, pas encore dans la réalité, et ce protocole médical et tout ce qu'on a créé comme outil, ont permis, je pense quand même, si ce n'est d'aller jusqu'au bout, de comprendre pourquoi on n'y allait pas. Alors Pierre-Yves, pourquoi est-ce que vous avez, vous, décidé, accepté de participer à cette émission ? Moi déjà, avant de participer à l'émission, j'avais déjà tenté un parcours de chirurgie. J'avais été même jusqu'au la veille de l'opération, c'était annulé. Où du coup j'avais créé un blocage, je ne voulais plus entendre parler de chirurgie, ni de régime, ni de perte de poids, j'avais lâché toutes les vannes, jusqu'au jour où j'ai vu un appel à témoins passer, et j'ai mis 1 mois de réflexion avant de répondre, parce que moi je suis plutôt passionné de télévision, donc je connaissais les avantages et surtout les risques à passer dans une émission sur M6, en prime, je voyais ce que ça pouvait représenter, donc j'ai mis 1 mois à réfléchir. Je connaissais déjà la chirurgie pour avoir fait un parcours. Et je m'étais dit, j'aurai le suivi médical, je vais avoir le suivi familial.
Et je vais peut-être avoir aussi un cercle, alors je l'appelle cercle médiatique, mais ou cercle avec les journalistes, tout ça, un 3e cercle pour m'aider, m'épauler. Soutien, ouais. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça peut pas être mauvais, ça peut... Mais est-ce que ça vous a aidé, justement, en se disant, tiens, faut que je me tienne parce que j'ai la télé, tiens, il faut que, quand même, je suis un exemple. Est-ce que ça vous a aidé plutôt que si vous aviez été que tout seul dans cette aventure? Parce qu'à un moment, il vous arrive, je vais pas spoiler, il vous arrive quelque chose très grave. J'ai pas eu un assez grave. parcours Est-ce que ce qui arrive à ce moment-là, est-ce que la télé vous a aidé à passer cette vague qui va être très compliquée, qu'on verra Alors, la télé ne m'a pas aidé, l'équipe qui est derrière la télé m'a aidé. Et entre autres, Karine Le Marchand m'a beaucoup aidé. Ça, je le redirai haut et fort. Voilà, dans tous mes épisodes plus ou moins, difficiles, j'ai Karine qui était là, disponible, qu'elle soit en vacances, qu'elle soit, voilà, elle était pas que là devant la caméra, elle était là derrière. Et je pense que... C'est important de le dire, ça. Pour moi, oui. Il y avait ce soutien et que Karine Le Marchand n'est pas que là pour faire des lancers. C'est extrêmement important pour moi. C'est pas Jennifer dans The Voice qui vient que pour la télé. Je vous laisse. Non, c'était extrêmement important. Et moi, j'ose même dire qu'aujourd'hui, sans Opération Renaissance, si je m'étais fait opérer classiquement chez moi, au mieux, j'aurais repris tout mon poids. J'aurais peut-être fini à la rue, voire je serais mort. Je pense que sans Opération Renaissance, j'en serais arrivé là. Mais vous n'avez jamais été heureux en tant qu'obèse? Je pense pas. Mais c'est même pas en tant qu'obèse, moi, que j'ai pas été heureux. Je pense que j'ai pas été heureux tout court. En tant qu'homme obèse, c'est plus qu'une histoire d'obésité, moi, mon souci. Ouais. Je pense que ça n'a pas aidé. Je pense que comme il a toujours été en surpoids depuis sa naissance, voire obèse très jeune, et le regard des autres, notamment à l'adolescence, c'est un cercle vicieux aussi, l'obésité. Et je pense que ne pas trouver sa place, en plus il est très très grand, il a le sentiment depuis toujours de ne pas être dans la norme. J'ai toujours été hors norme sur la fameuse courbe du carnet de santé, que ce soit hauteur ou poids, j'étais toujours au-dessus. Plus l'homosexualité, qui a été un questionnement pour toi. Donc tu te dis, je ne suis pas dans la norme en tout, donc c'est pas facile de se construire. Ce qui est assez réussi de Karine Le Marchand, ce sont les gens, les témoins qui sont là, qui ont décidé de maigrir, et on voit ces parcours de vie, la difficulté de chacun d'entre eux. Justement, Valérie, pour que nos auditeurs se rendent un peu compte, parce que nous on a été un peu privilégiés, je vous propose d'écouter la bande-annonce. On va avoir des extraits de ces témoins qui parlent, parce que évidemment il n'y a pas que Pierre-Yves. Au total, il y a une dizaine. Voilà. 10. Ils sont 10. Écoutez la bande-annonce, elle reflète bien ce que disent ces témoins. Alors, on n'a pas encore la bande-annonce. On va l'avoir dans un original Lalouche. Vous êtes donc l'un des médecins. Il y a un psychiatre également, le docteur Clerget. Une aventure comme celle-là, qu'est-ce qui vous a intéressé? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est au fond 3 choses. La première, c'est que pour une fois, on va parler de prévention. Parce que l'obésité, c'est la porte d'entrée, on le sait, c'est des statistiques qui sont claires, c'est la porte d'entrée au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à des problèmes neurologiques, et que à un moment, cancer, c'est-à-dire qu'on a plus de risques d'avoir des cancers quand on est effectivement obèse. Et donc, ce qui m'a intéressé dans l'émission et pourquoi j'ai participé, c'est tout d'abord pour mettre l'accent sur la prévention. On ne parle jamais de prévention, on n'investit jamais dans la prévention. La deuxième chose, c'est que l'émission montre bien... Oui, parce qu'il y a plein d'astuces en fait pour tout le monde. C'est pas une émission destinée que pour les obèses, destinée qu'aux obèses. Pour tout le monde, et à chaque fois, on essaye vraiment de donner des pistes. On va parler de métabolisme. Docteur, la prévention, elle vient aussi des parents. Pas forcément. Oui, mais c'est aussi bien d'en parler aux parents. Je pense qu'il faut ajouter une chose, c'est que l'obésité est une maladie. Et qu'une maladie se soigne. Et que cette maladie, elle peut être causée par beaucoup de facteurs. Moi, je n'ai jamais rencontré un obèse négligé. Ce que je dis dans négligé, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont gros parce qu'ils mangent, parce qu'ils sont négligés, parce qu'ils sont complètement à la ramasse, non pas du tout. Ou faibles, souvent l'image. Ce sont des gens qui ont des problèmes, qui sont parfois des problèmes, et nous le verrons dans l'émission, qui sont des problèmes qui remontent à l'enfance. Très loin. Et je pense que le savoir-faire de cette émission, c'est d'avoir pu dire les choses. Parce que même en consultation, c'est très important qu'on comprenne pourquoi. Parce que quand le thérapeute sait pourquoi, son action n'est pas du tout la même. Ça peut être un facteur effectivement familial, ça peut être un facteur environnemental, ça peut être aussi un caractère inné de frustration, de fragilité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et l'émission le montre parfaitement, la chirurgie, ça n'est que le début de l'histoire. Donc il y a avant, je prends ma décision et j'assume ma décision, parce qu'il faut l'assumer. Pierre-Yves, c'est un type très courageux.
Et ils sont tous très courageux. Parce qu'ils ont compris qu'au fond, la chirurgie, ça dure, 1 heure, 2 heures, on sort de là. Mais c'est là où ça commence. Parce qu'on a toujours le cerveau d'un obèse quand on sort. Même si le corps diminue, le cerveau les habitudes. Et les habitudes. Et est-ce que finalement, on n'est pas toujours un ancien gros, un ancien obèse? Toujours. On n'est plus jamais quelqu'un de mince. C'est comme le fumeur qui rêve toujours de sa première. Donc, faut pas rêver de penser qu'on sera mince. Faut pas rêver, il y a pas de, c'est pas miraculeux. Mais c'est ce qui permet de rester bien aussi. C'est pas miraculeux. Le fait d'avoir cette épée de Damoclès, oui, c'est vrai que ça peut être une angoisse, mais ça permet aussi, en se considérant malade d'obésité, même quand on est mince, de ne pas replonger aussi. Oui, mais dans le regard des autres, c'est toujours qu'est-ce qu'il a maigri. Ah non, dans le regard des autres, ça change. Non, le regard des autres, ça change. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'environnement. C'est que les gens ont horreur que leurs proches changent. Et souvent, pour un obèse, l'environnement va pas obligatoirement être très favorable. On le verra aussi dans l'émission. Puis le troisième point, c'est que la réussite de Pierre-Yves, c'est d'abord le fait qu'on s'est donné, et je remercie Karine Le Marchand, elle s'est donné la durée, parce que c'est rarissime. Hein. Oui, d'avoir 3 ans pour faire... Et M6, que M6... Et M6, bravo. Et puis, c'est l'équipe. Parce que derrière les membres, il y a eu toute une équipe de médecins, de psychothérapeutes, de psychiatres, de chirurgiens. Et c'est ça qui fait la réussite, c'est le suivi. Et juste un dernier message, pour tous les gens qui ont eu une opération, une intervention de chirurgie dite bariatrique, on a 50% de perdu de vue. Et ces perdus de vue, on sait que c'est un échec. Souvent... Pierre-Yves, si on n'était pas là, il serait c'est ce qui s'est passé pour vous. Voilà. Et donc, il faut tous les éléments pour décider oui ou non la chirurgie. Et de ce côté, la CNAM a fait le travail, puisqu'il y a un protocole qui est très, très, très clair et assez rigide. D'ailleurs, il y a des pays du Nord où on oblige les patients à revenir aussi. Exactement. On leur rembourse ils avancent l'argent de l'opération et on leur rembourse au fur et à mesure de leur consultation post-opératoire pour les obliger en fait à venir. Mais quand on voit ce que ça représente, parce que c'est très lourd, on voit que c'est une chirurgie extrêmement lourde, vous l'avez dit, qui peut être dangereuse également, qui a des conséquences, parce que quand on maigrit, en plus, on a la peau qui tombe, etc. Donc on peut aussi avoir peur de... On peut avoir des carences ensuite. Oui, non, mais parce qu'il y a deux types de chirurgie quand même. Il y a la chirurgie, ce qu'on appelle le bypass. Absolument, c'est ce que vous expliquez très bien d'ailleurs dans l'émission. On enlève un tiers de l'intestin grêle, donc une maladie de malabsorption, donc des carences, et il faudra toute sa vie prendre des compléments alimentaires. Pour ça, il faut avoir les moyens, parce que souvent les compléments alimentaires ne sont pas remboursés. C'est vrai. Deuxièmement, tout comme le suivi psychothérapeutique, c'est surtout ça le vrai scandale. Exactement. Et la sleeve, où on fait un manchon, sleeve, ça vient de l'anglais manche, qui permet de réduire la faim. Et les gens, après la chirurgie, ont beaucoup moins faim. Mais ça, c'est le début de l'histoire. Mais l'estomac se redistend. L'estomac, c'est comme un sac, c'est comme un plastique. Donc au bout de 3 ans, il peut se redistendre comme un ballon. Et on reprend son poids. Bien sûr, 30% des gens opérés reprennent leur poids. Donc il faut ça. Oui, mais c'est beaucoup. C'est pas simple. Mais la variable d'ajustement, c'est le suivi. Ceux qui sont suivis ont des critères de réussite en général significatifs. Et ceux qui font la chirurgie réparatrice aussi ont des critères significatifs de non-reprise de poids. Oui, alors ça, moi j'ai été très surpris dans le documentaire, je suis un peu spécialiste. Non, j'ai été très surpris que, en fait, derrière, donc évidemment, on a ce qu'on appelle le tablier, les seins qui tombent, les bras, la peau se vide. Et la peau se vide. Et finalement, on n'est pas forcément autorisé à avoir une opération tout de suite, en fait. Non. On met 1 ou 2 ans avant d'être autorisé. Déjà, donc on se retrouve avec un corps qu'on peut plus montrer pendant 1 an, 1 an et demi. Mais voire plus, parce que nous, les 2 ans sont nécessaires pour que ce soit une stabilisation et qu'on ait son poids maximum, on va dire, quand tout se passe bien, parce que ça peut être beaucoup plus long. Il y en a qui atteindront ce poids des années après. Mais c'est minimum 2 ans. Mais après, il faut certains critères. Il faut être stable psychologiquement, être stable au niveau de son poids et avoir un IMC en dessous de 30, donc être sorti de l'obésité depuis un certain nombre de temps. Ça vous a pas fait peur, Pierre-Yves, de ne pas pouvoir modifier votre corps en chirurgie esthétique ? Après, je suis toujours pas passé par là. D'accord. Donc, pas encore. Il n'est pas encore apte. Moi, je suis. Vous avez toujours pas fait les opérations. Le corps, on va dire. Il n'a pas fini sa perte de poids. Mon parcours est encore en route. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours ? La dépression, on peut dire ça sans spoiler. C'est tous les soucis qui peuvent en déclencher qu'on n'analyse pas forcément quand on se lance là-dedans. On n'imagine pas que la chirurgie bariatrique va modifier autant de choses dans sa vie, que ce soit du domaine professionnel, du domaine relationnel, amoureux. Beaucoup de séparation statistiquement. Les déplacements d'addiction qui sont possibles aussi. Enfin, c'est tout un tas de modifications qui fait que si on n'est pas bien préparé et encore plus pas suivi,
Et pas volontaire pour le changement. Oui, on m'a pas suivi. Vous avez mangé quoi hier soir ? Hier soir, c'était une quiche qu'a fait mon ami qui a été opéré aussi, avec qui je suis venu. Donc, une quiche avec des légumes, quelque chose de très bon. Ouais. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, je mange sans frustration, voilà, sans... Et ça vous a mis du temps. Parce que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas un régime. Déjà, ce n'est pas un régime, c'est pas un régime miracle, c'est pas une baguette magique, c'est juste un outil. Formidable outil pour moi que je dirais aujourd'hui, mais c'est juste un outil qui sert à faire quelque chose. Oui, parce que il y a des processus, il l'a très bien dit, c'est des processus très compliqués. C'est multifactoriel et il n'y a pas de solution simple à ce genre de problème. Il faut donc aborder, quand on se réveille de la chirurgie, c'est là où ça commence. De toute façon, je dis ça à nos auditeurs, la chirurgie, elle prend une part infime dans l'émission. Hein. Ouais. C'est vraiment... Mais comment vous avez eu l'autorisation d'aller dans la salle d'opération ? Ça, je me suis posé la question. Non seulement ça, j'ai réussi à avoir l'autorisation que certains médecins opèrent dans d'autres hôpitaux qui n'étaient pas les leurs. Mais vous pouvez Réginald est témoin, j'ai dû commencer à lui parler de ça il y a 6 ans. Oui, c'est ça, parce que c'est extrêmement rare qu'il y ait une journaliste dans la salle d'opération. Pourquoi vous vouliez être ? D'abord parce que j'adore. J'adore tout ce qui est chirurgical. Franchement, j'ai adoré. J'adore comprendre. Et je trouve que c'est très opaque. Et qu'en général, quand on assiste à une opération à la télévision, ce sont des gens qui sont déjà érudits et qui ne posent pas les questions de monsieur et madame tout le monde. J'avais une chance et pour moi, j'avais une mission aussi par rapport à mes témoins, c'était de leur raconter ce qui se passait dans leur corps. Évidemment, ils dormaient, Dieu merci. Et donc, je trouve ça magique quand la science peut se mettre au service de l'humain à ce point, et c'est valable pour la chirurgie de l'estomac, mais aussi pour les chirurgies réparatrices esthétiques après. Je pouvais faire des photos, et surtout, je pouvais poser des questions au chirurgien pendant qu'il opérait, des questions de quelqu'un qui n'y connaît rien. Et finalement, à la télévision, même si on floute, je rassure les auditeurs, on floute le sang, etc., je pense qu'on comprend en fait ce qu'on fait. Mais vous savez, sans faire l'avocat du diable, qu'on va dire que c'est des séquences trash. Non. Pas du tout. Vous pensez pas que mais d'ailleurs, il faut juste sur les réseaux féliciter les chirurgiens, les deux absolument. chirurgiens. Parce que d'abord, ils ont fait preuve d'une pédagogie remarquable. Je le dis sans aucune démagogie. Ils ont fait preuve d'une vraie pédagogie. Et franchement, les séquences qui sont les séquences chirurgicales sont visibles par tout le monde. Vraiment par tout le monde. Il n'y a pas du tout... Non, c'est pas gore parce que c'est... Non, pas du tout. Non, c'est flouté. C'est flouté. On voit dans un écran ce que c'est qu'un estomac. Il y a des schémas, de la 3D, on explique. Et on voit que toute l'équipe est là pour la réussite de ce projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas, vous allez voir, on va analyser exactement ce qui se passe. On est là parce qu'on est avec eux et que l'idée, c'était justement de faire que ce soit une réussite. Et d'ailleurs, il y a un point important, c'est le fait qu'il y a eu 10 candidats. Cette communauté aussi a aidé parce qu'ils se sont parlé, ils ont échangé. Un groupe, très important. Toujours actuellement, d'ailleurs. Toujours actuellement. Et ça, c'est aussi un message que je peux porter, ne le faites pas seul. C'est-à-dire, mais là, on voit une expérience... On va pas encore une fois dévoiler ce qui va se passer, mais on voit une expérience où il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Les gens qui nous écoutent, qui sont obèses, se disent oui, mais moi je vais pas avoir tout ça, donc je vais m'engager dans une aventure qui va être. Oui, mais par exemple, Pierre-Yves a monté une association, je crois. Vous savez, même une structure. Jusqu'à présent, il y a quelque chose qui s'est créé en mois de mars, une structure pour accompagner les personnes à Nantes. On est même en train de faire des projets, des réflexions pour avoir des week-ends. Comme ça, on accueille les gens avec des personnes qui ont vécu les choses, qui ont des astuces, des conseils et surtout une oreille pour écouter les gens. Bien sûr. Oui, c'est important. Parce que je pense que l'obésité, c'est une maladie. Quand on rentre dedans, on rentre aussi dans un isolement. Un obèse est souvent seul. Il peut être bien entouré, mais il sera toujours seul dans sa tête. Et sortir de l'obésité, c'est aussi sortir de l'isolement. Et c'est pas ce qui est le plus simple dans ce parcours. Vous n'avez pas peur des réactions après les émissions ? Non, son slip était propre. Hein. C'est quoi? Normalement. Parce qu'on le voit en sous-vêtements. Après les réflexions, après l'émission, c'est ce que j'ai dit en début, c'est que moi, je connais un petit peu ça, parce que je regarde beaucoup la télé, j'aime ça. Donc, quand je disais que je connais les risques de passer dans une émission, oui, il y en a certains qui vont me trouver certainement trop gros avant, peut-être moche après, des critiques dessus. Je dois dire que l'émission est assez digne.
c'est un docu-fiction, mais qui a beaucoup d'émotions. Même si on n'est pas forcément concerné par l'obésité, ce sont des tranches de vie, des témoignages, et puis c'est beaucoup d'estime de soi aussi, donc ça renvoie à la nôtre aussi. Moi, je ne pouvais apprendre à s'aimer, c'est le critère de réussite de la perte de poids, qu'elle soit par chirurgie ou par régime et activité physique. Je dis bien régime et activité physique. Voilà, les deux sont indispensables. Et je dirais même activité physique et régime. Et pas régime restrictif. Exactement. Pour pouvoir faire de l'exercice justement. Voilà. Mais le critère, c'est le retour du self-esteem, de l'estime de soi. De l'estime de soi. Quand on s'aime à nouveau, quand on redevient la personne la plus importante de sa vie, à ce moment-là, la réussite est là. Mais qu'est-ce que vous dites aux parents aujourd'hui qui ont des enfants en surpoids? Parce que c'est peut-être aussi à ce moment-là et ces gens-là à qui il faut parler aujourd'hui. L'obésité des enfants, c'est un vrai sujet parce qui que c'est beaucoup plus compliqué. Ne les mettez pas au régime déjà. Non, mais déjà, ne les mettez pas au régime. Il ne faut pas parler de régime, il faut souvent une tierce personne. Il faut un tiers parce que à la crise d'adolescence, les enfants vont essayer de s'individualiser, parfois en opposition avec leurs parents. Le poids peut devenir un enjeu. Donc vraiment, c'est une affaire de spécialistes et je vous invite vraiment à consulter des spécialistes pour ça. Moi, je peux leur dire aussi, l'amour, parce que je suis une maman, et l'amour d'une maman ne passe pas parce qu'on lui donne à manger, et ça, va falloir qu'on en sorte parce que c'est un système d'après-guerre. Aujourd'hui, notre enfant, quand il se cogne, quand il se fait mal, moi, je fais partie de cette génération à qui on donnait un bonbon. Tu as mal, tu pleures, tu donnes un bonbon. À l'âge adulte, notre génération, quand elle va mal, quand on s'est fait larguer, quand on a un problème au travail, etc., qu'est-ce qu'on fait? On a ce systématisme-là, on va manger. Et donc aujourd'hui, un enfant qui ne va pas bien, qui s'est fait mal, qui est en souffrance, il a besoin d'un câlin, il a besoin d'aller au parc, il a besoin qu'on l'écoute, qu'on se baisse, qu'on se mette et qu'on lui dise « Viens, on passe un moment ensemble, on va parler, on va faire des choses ». Il n'a pas besoin de bonbons. Voilà. Donc moi je voulais savoir comment, parce que je reviens là-dessus, je suis un peu le poil à gratter de l'émission. Comment vous allez réagir, Karine, et comment vous réagissez, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, sur les accusations de grossophobie, d'émissions trash, ou des choses qu'on a vu un peu passer. Je vous ai vu un peu réagir. Il y a 3 ans. Oui, mais ça va revenir avec la diffusion. Est-ce que pour vous... c'est ça, continuons sous prétexte que la société... Parce que en fait, le combat est noble de ces personnes. C'est vrai que la société ne supporte pas les gros. C'est vrai qu'ils ont du mal à trouver du travail, à trouver des compagnons. Ça, c'est un fait. Alors, une fois qu'on a posé ça, leur combat, il faut qu'ils continuent à le mener. Et ensuite, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à ne pas parler d'eux? Est-ce qu'on continue à ne pas donner la parole aux obèses? Est-ce qu'on continue à faire comme si ces 7 millions de personnes n'existaient pas sans leur proposer de solutions? Est-ce que parce que je pèse moins de 60 kilos, je ne peux pas comprendre la souffrance de quelqu'un qui ne s'aime pas? J'ai vu les critiques qu'évoque Gilles, ce sont des critiques principalement de groupes d'obèses. Oui, absolument, d'associations. De groupes d'obèses qui n'existaient pas il y a 3 ans et qui maintenant sont très célèbres. Aujourd'hui, il y a une vraie pandémie qui ne s'appelle pas le ou la Covid, puisque ça c'est encore un truc. Ça s'appelle le diabète de type 2. C'est une maladie qui est hors de contrôle sur l'OMS. Alors on ne voit pas les gens dans la rue parce qu'un diabétique et un non-diabétique, ça ne se voit pas. Mais c'est une maladie qui est la première cause de cécité, d'impuissance, d'insuffisance rénale, d'amputation non traumatique, de maladies cardiovasculaires avec des risques. Donc ça, faire la prévention, tous les gens qui sont dans ce groupe avaient moins de 30 ans. Et la mortalité pendant la Covid. Et la mortalité pendant la Covid, évidemment. Plus de 33% des malheureuses personnes qui sont décédées étaient en surpoids. Donc ce sera lundi, Opération Renaissance sur M6 à 21h05. Karine Le Marchand, donc il y a 10 témoins. On commence avec en fait, c'est deux personnes à chaque fois. On voit du début à la fin leur aventure dans chaque épisode. Pierre-Yves sera la deuxième émission. Voilà. Pierre-Yves que vous retrouverez, Réginald Dalouche, votre livre La méthode détox et les 15 étapes pour apprendre à s'aimer sur 15étapes.com. Merci Karine Le Marchand. Aimez-vous en cette année 2021. Oui, bonne année. Et mettez-vous au centre de vous-même. C'est important. Redevenez la personne la plus importante de votre vie.